Maghreb Orient. Maghreb Orient Express, bienvenue à toutes et à tous avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Lina Lazare, bienvenue à vous. Vous êtes artiste, vous êtes la commissaire du pavillon tunisien à la Biennale de Venise qui vient d'ouvrir ses portes et qui se déroule jusqu'au 27 novembre en Italie. Avec nous également Michael Chebel, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fondation Malek Chebel, votre père, philosophe, anthropologue des religions, qui nous a quittés tout récemment en novembre dernier. Nous parlerons avec vous du dernier livre de votre père qui paraît à titre posthume, Les 100 mots du Coran, édition PUF, collection Que sais-je. Avec nous également Farid Boudjelal, merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes dessinateur, illustrateur notamment de La Présidente, une série de bandes dessinées publiées aux éditions La Vague avec Laurent Muller et François Durper. Avant de vous donner la parole, connexion Casablanca. Connexion Casablanca où l'on retrouve Zaineb Fassiki. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de bande dessinée. Muni de votre redoutable sens de l'observation et de votre tablette graphique, eh bien, vous explorez les inégalités hommes-femmes. Alors, votre projet phare s'appelle Omar, ça veut dire les choses. C'est une BD de 70 pages qui raconte l'histoire de 3 amies, 3 jeunes femmes. Quelles sont juste leurs difficultés au quotidien? Premièrement, merci énormément pour votre invitation. Alors, pour le projet Omar, normalement, c'était prévu qu'il soit publié durant ce mois au Maroc, mais je viens de trouver un financement pour le projet, donc ça va être publié durant le mois de septembre. Et puis, pour l'histoire, c'est le quotidien de 3 filles. Une qui est une businesswoman qui est célibataire, et puis l'autre, elle est mariée. Et elle souhaite divorcer son mari, mais elle n'a pas les moyens financiers pour commencer une nouvelle vie. Et puis la troisième, elle est une jeune, elle a 20 ans, elle étudie à Casablanca, mais le truc, c'est qu'elle habite toute seule. Et au Maroc, on a encore les problèmes des filles qui habitent toutes seules dans les appartements, alors qu'il y a des stéréotypes de la société qui finissent jamais. Donc voilà, le livre, c'est plein de chapitres. Et voilà, il y aura des articles, des illustrations. Et j'espère que ça va plaire le public marocain. Alors, pour prôner cette liberté et cette émancipation des femmes, eh bien, vous abordez notamment le harcèlement que vous subissez vous-même, vous le dites en allant au marché, la négation de la liberté sexuelle ou encore les initiatives féminines dans le milieu artistique. Justement, puisqu'on parle aujourd'hui de bande dessinée, est-ce que la BD, selon vous, c'est un genre littéraire idéal pour raconter les discriminations subies par les femmes? Oui, en fait, pour moi, il n'y a pas une solution idéale pour n'importe quel problème. La solution pour moi, c'est que tout le monde qui réagisse pour un problème. Et comme ça, pour moi, la BD au Maroc, c'est un peu un truc qui n'est pas encore en marché. Donc, on a plein d'artistes qui sont diplômés en BD, mais ils hésitent à faire des livres pareils parce que le public marocain n'est pas encore motivé pour acheter un tel produit. Donc, et puis pour moi, je me suis dit que, bon, je suis féministe et je peux dessiner, donc pourquoi pas faire un livre. Et le but général, c'est de s'exprimer et en toute liberté. Parce que normalement, le livre, ça sera sous licence ouverte et il n'y aura pas normalement une maison d'édition qui est avec le projet. Donc voilà, c'est en toute liberté qu'on peut exprimer nos idées. Et voilà. Merci beaucoup Zaineb Fassiki d'avoir été avec nous en Merci à direct vous. de Casablanca. Je précise qu'on peut voir certaines de vos planches sur les réseaux sociaux, notamment sur votre compte Instagram et sur votre page Facebook où vous êtes très suivi. Farid Boudjelal, une réaction peut-être, vous êtes vous aussi BDiste, réaction à ce travail d'une jeune artiste, on vient de l'entendre, qui se définit comme féministe. Comment réagissez-vous à ce qu'elle nous dit et à ce travail que vous avez pu apercevoir? Bien sûr, je suis toujours très sensible au travail dans le domaine de la bande dessinée des gens du Maghreb, de l'ensemble du monde arabe. Donc, je suis toujours à l'écoute de ce type de travail, quand en plus c'est un travail féminin avec des revendications, des aspirations féminines, et je suis encore plus sensible parce que nous savons tous l'énorme travail qui reste à faire de ce côté-là. Donc, il est évident que c'est quelque chose qui me touche énormément, et je pense d'ailleurs que l'album sera paru, en acheter plusieurs exemplaires pour les offrir. Mais voilà qui est dit. Lina Lazare, on vous a vu réagir, parfois sourire à ce que nous disait cette jeune BDiste.
quels sont les thèmes qui vous ont sensibilisé? L'émancipation de la femme, le rapport à la liberté sexuelle, au corps peut-être? En fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'était surtout le fait que la BD ne soit pas encore complètement popularisée au Maroc et que c'est comment dire, ce manque de visibilité en fait qui lui a permis de naviguer à ces zones un peu de gris. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est souvent le cas aussi pour l'art contemporain. Donc, quand on n'est pas forcément en ligne de mire dans un terrain extrêmement balisé, on a forcément une plus grande marge de manœuvre au niveau des sujets qu'on traite, etc. Et donc, c'est un peu ce côté subversif que je trouve assez intéressant. Alors, vous êtes la vice-présidente de la Fondation Kamel Lazare et créatrice du festival Jaou, caravane culturelle itinérante en Tunisie. Et vous organisez sous le libellé The Absence of Paths, le tout premier pavillon tunisien à la Biennale de Venise. Il y en avait eu en 1958, mais il n'était pas exclusivement tunisien. Cette fois, c'est le cas à la Grand-Messe de l'art contemporain en Italie. Alors, les kiosques seront animés par des aspirants à l'émigration. Pourquoi ce sujet en pleine crise migratoire? Parce que je pensais que ça serait intéressant parce que la migration nous touche tous et malheureusement, en 2017, on a un rapport très binaire par rapport à cette migration. Donc le migrant, le voyageur est soit perçu comme une menace, comme quelqu'un qui vient envahir le territoire, ou bien comme il est romantisé de manière très héroïque, quoi. C'est héroïque, un héros, exactement. Du coup, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de repenser la chose en n'étant plus du tout dans la représentation de la migration, mais dans le vécu. Donc, et puis à travers l'art contemporain, ça me semblait beaucoup plus intéressant de le faire à travers une performance humaine plutôt qu'une exposition traditionnelle de type voilà, tableau, photo, etc. Et d'ailleurs, il y a une initiative assez étonnante. Les visiteurs recevront un visa universel qui leur donnera accès, tenez-vous bien, à un monde sans frontières, document fictif mais très très symbolique. C'est quoi au juste? Mais il est plus si fictif que ça, sachant qu'on l'a fait produire par la même autorité qui imprime 65% des documents identitaires dans le monde, donc les passeports, le visa Schengen, l'euro. Donc c'est le plus vrai des faux documents, parce qu'il est vraiment conçu et par une autorité compétente. Absolument. Et donc c'est un document qu'on a décidé d'appeler Frisa, un free visa, et qu'on a imprimé. Un visa libre, sur la chaîne de la francophonie. Un visa libre qui donnerait accès de manière un peu utopique à un monde un peu plus sans frontières, à une Pangea, un supercontinent qui serait complètement lié et qui nous autoriserait à... Dans un pays, l'Italie, bien sûr, qui est en première ligne face à cette crise migratoire. On va parler de ce pavillon tunisien encore un peu plus. C'est multidisciplinaire, il y a notamment de la danse. On regarde un petit extrait et vous nous en dites ensuite ce qu'il en est. Lina Lazare, parlez-nous de cette troupe, de ces danseuses, de ces danseurs. Qui sont-ils? Alors non, en fait, pour l'inauguration de ce pavillon, on a décidé de mettre en avant 3 femmes donc, qui ont inauguré le pavillon tunisien donc, le 10, 11, 12 mai dernier, avec Ralia Ben Ali qui a fait un spectacle de musique, donc elle a chanté dans ce pavillon tunisien. On a eu Lilia Ben Romdan, qui est une slameuse tunisienne, qui fait de la street poetry, de la poésie de rue, qui a fait un travail aussi assez exceptionnel dans un des autres kiosques, parce que, à savoir que la participation tunisienne consiste en un triangle de kiosques d'immigration. Donc, c'est 3 kiosques à Venise. Et donc, on a fait 3 inaugurations. Donc, Lilia Ben Romdan en slam, Ralia Ben Ali en chanson et Oumaima Menaï en danse contemporaine. Donc, c'est 3 femmes qui ont un peu ouvert le bal de ce pavillon tunisien à la Biennale de Venise. Cette Biennale d'art contemporain. Michael Chebel, on va parler maintenant de votre père Malek Chebel qui aimait particulièrement l'art contemporain, mais pas seulement.
La disparition de votre père, disons-le aujourd'hui, moi je l'avais reçu dans 64 minutes de Monde en français il y a quelques mois avant sa disparition, ça avait provoqué beaucoup de tristesse, pas que dans le monde intellectuel en France. Parlez-nous de cette fondation qui porte désormais son nom. Elle a été lancée à Skikda, sa ville natale d'ailleurs en Algérie, c'était à la fin de l'année dernière. Elle est tout juste lancée en ce moment à Paris. Quel en est l'objectif et l'ambition au juste ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la Fondation Malek Chebel, elle a été lancée en décembre 2016, c'est-à-dire un mois tout juste après le décès. Donc, c'est un truc qui s'est fait très vite. Les amis, les camarades, les professeurs de Malek Chebel en Algérie se sont agglomérés, ont tenu à lancer cette initiative pour continuer le combat des idées, continuer à prôner un islam des Lumières, une vision apaisée de la société, des rapports sociaux, etc. Et là, tout récemment, il y a quelques jours, on a inauguré la Fondation Malek Chebel en France, à Paris. Et voilà, c'est le début d'un travail universitaire pour nous qui se donne pour mission de promouvoir une vision éclairée de la société, une vision éclairée du monde. Farid Boudjelal, que vous inspirait cet homme qui nous a quittés récemment? Son œuvre perdure, c'est en tout cas l'objectif de cette fondation. Oui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Bon, je le voyais, c'était quelqu'un qui est très présent sur les plateaux médiatiques, donc qui intervenait. Et puis j'ai lu quelques bouquins de lui, notamment le dernier livre que j'ai lu de lui, c'est un livre sur la circoncision, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, et puis c'est quelqu'un qui laisse un grand vide. C'était une présence importante, un musulman libre et érudit. Et pour perpétuer justement cet héritage culturel et théologique, il y a notamment les 100 mots du Coran de Malek Chebel aux éditions PUF, collection Que sais-je. Ce livre, Malek Chebel savait qu'il allait sortir à titre posthume? À titre posthume, on ne le sait jamais, on ne peut que l'envisager, mais ça a été vraiment un livre des tout derniers moments. Il a été rédigé jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne, donc c'est entièrement de sa main. Il est sorti le 12 avril, donc ça fait un peu plus d'un mois. C'est vraiment un beau travail de pédagogie qui explique les notions, qui essaie de remettre les mots à leur place, qui explique... c'est vraiment un travail de pédagogie, de manière universitaire. Notamment guerre, djihad, gratitude envers Dieu, mosquée. Il y a vraiment beaucoup de définitions précises. Vous parlez de l'esprit des Lumières, l'islam des Lumières. Quel est-il, en tous les cas, celui qu'il vous a inculqué, peut-être à titre personnel à la maison, celui qu'il défendait aussi sur les plateaux télévisés, comme le disait Farid Boudjelal? C'est une vision apaisée des rapports sociaux. Il a beaucoup travaillé pour la pédagogie, la compréhension des cultures, de l'islam, de la religion, de sa pratique, des notions. Les 100 mots du Coran qui vient de sortir est vraiment une illustration parfaite de ce travail. Ça remet les notions à leur place, etc. L'islam des Lumières, on pourrait dire que c'est vraiment un islam qui est en accord avec la modernité, qui n'est pas figé dans le temps, qui s'inscrit dans le 21e siècle. Qui n'est pas fait que d'interdits aussi, peut-être. Absolument, qui n'est plus une vision rigoriste ou stricto sensus des textes et qui essaie de mettre de la raison dans l'usage spirituel. Et dans le débat médiatique, d'ailleurs, parce qu'il s'adressait à nous tous et tous. Il s'adressait aussi, par exemple, Farid Boudjelal, à Donald Trump, à Marine Le Pen ou encore à Vladimir Poutine. 3 personnalités politiques que l'on voit à la couverture de la bande dessinée, la présidente. On a presque envie de vous dire, Farid Boudjelal, ça y est, on connaît les résultats. Marine Le Pen a perdu. Est-ce que sur ce plateau, en direct, vous faites aujourd'hui amende honorable, puisque, contrairement à Vladimir Poutine et Donald Trump, elle n'est pas devenue présidente de la République française? J'avoue que... je ne suis pas le seul, nous sommes 3 pour cet album, mais nous nous sommes plantés lamentablement, et c'est la première fois que je suis autant heureux de m'être planté. Oui, parce que c'est une série d'albums quand même qui a été fait, on disait, surtout pour toucher les abstentionnistes. C'était pour alerter. Un combat, oui. Et personnellement, j'ai passé plus de 2 années de ma vie à réaliser ces albums, donc 2 années de ma vie à travailler avec Marine Le Pen et son staff. Et puis, j'avoue que ça me suffit largement. D'ailleurs, je n'en voulais pas plus. On dit que vous vous êtes trompé, politique friction, mais pas forcément, parce que vous imaginez dans ce livre avec Laurent Muller et François Durper un débat de l'entre-deux tours en 2024 avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui.
Donc en fait, pour vous, elle n'a pas tout perdu à cette occasion, Non, Marine Le Pen. Oui, comme quoi, on est sympa, on lui donne l'occasion de se rattraper. Parce que pour le premier débat, elle n'a pas été très brillante. Vous voyez, comme quoi nous avons vraiment anticipé, là. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure du rôle de la bande dessinée pour explorer les inégalités hommes-femmes. Vous, à travers le dessin, à travers cet art, qu'est-ce que vous avez cherché à nous montrer au juste? En fait, je ne sais pas vraiment, en fait, je ne me pose pas vraiment ce type de questions, car soit je fais ce qu'on appelle un album d'auteur comme mes précédents albums. Là, on m'a appelé en me proposant cette thématique, en me disant qu'il voulait surtout que ça ne soit pas du dessin d'humour, mais un dessin très réaliste. C'est ce qui m'a intéressé. Mais de quoi vous êtes inspiré, vous qui êtes originaire du Var, de Toulon, une région de France où le Front National fait des gros scores, oui, justement? Je pense que c'est aussi pourquoi j'ai une expérience du Front National à Toulon. Ouais. Donc je voyais très bien ça. C'est sans doute... mais pour ça que les éditeurs, les arènes m'ont contacté. Ils savaient que je connaissais une municipalité Front National, que mon frère, donc Mourad Boujelal, lui, qui était éditeur, donc avait publié pas mal de bouquins contre le Front National. Donc il y avait tout un élo de résistance. Moi-même, j'ai fait un bouquin à Château-Vallon où c'était un peu les subversifs, vous voyez. Et ça a été une époque très intéressante. Enfin, d'autant plus intéressante que le débat à l'époque, à Toulon, je me souviens, on entendait par exemple Bernard-Henri Lévy qui nous conseillait, qui disait qu'il faut boycotter Toulon. Et moi, je disais, attends, je vais boycotter ma mère, mon père, mon frère. Vous étiez contre le boycott, il fallait que les artistes viennent chanter à Toulon. On était absolument contre le boycott. Et là, je l'ai vu vraiment, on peut dire, dans ma chair aujourd'hui, non, le boycott n'est pas une bonne chose. C'est une bonne solution. Contre le Front National, il faut, je veux dire, oser retrousser les manches et aller sur le terrain des idées aussi. Et ça, c'est important. Et cette série d'albums est destinée à ça, bien sûr. Lina Lazare, c'est intéressant parce qu'on a souvent, dans l'actualité des deux rives de la Méditerranée, le regard des Français sur, par exemple, une victoire d'Ennahda en Tunisie après le départ de Ben Ali. On a rarement le point de vue des Tunisiens, par exemple, sur l'actualité politique en France. Vous, comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce qu'en Tunisie, on a vécu cette ascension de Marine Le Pen malgré la défaite? Rappelons que après l'arrivée de son père en finale, il y a maintenant plusieurs années, elle était quand même en force pour l'emporter. Comment vous avez vécu ça? Écoutez, moi je pense que en règle, les gens, le public tunisien était très très rassuré évidemment et complètement très heureux du résultat final, mais je pense qu'il y a malheureusement, pour la majorité, il y a presque une disparition de cette pensée à deux rivages maintenant en Tunisie, parce qu'on est tellement occupé par ce qui se passe chez nous actuellement que la politique française n'est plus un principal sujet de préoccupation. Elle est là, mais elle était vraiment là de manière presque un peu plus sensationnelle qu'autre chose maintenant, au jour d'aujourd'hui, parce on est complètement paralysé par nos problèmes aujourd'hui, surtout les problèmes de cette jeunesse qui migre. Farid Boujelal, on parlait des éléments d'autobiographie de votre vie, justement. Petit Polio, Mémé d'Arménie, dans lequel vous nous faisiez découvrir comment le petit Mahmoud, lui, découvrait le drame du génocide arménien. C'est pas toujours courant en littérature de s'inspirer autant de sa vie, notamment du handicap, par exemple, la polio. Vous dites que c'est un complément qui peut paraître efficace, notamment pour les plus jeunes générations. Sur certains sujets tabous, d'ailleurs, en France, le handicap a été très très peu abordé dans cette campagne présidentielle. Très peu, non. Mais si vous voulez, quand j'ai fait Petit Polio, c'était justement, pour rebondir sur votre première question sur le Front National, c'était justement parce qu'à l'époque, je venais de terminer un album, je ne sais plus lequel, et puis je me disais, que vais-je faire? Et puis Toulon, donc, était tombé aux mains du Front National. Ouais. L'Algérie connaissait ses problèmes, c'était la décennie noire, ce qu'on appelait la décennie noire. Et je me suis dit, comment, moi, à partir de ça, en tant qu'auteur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma position? Et je me suis dit, quelles sont les racines du mal? Et pour moi, c'était la guerre d'Algérie. Et je me suis souvenu que j'étais un petit Algérien toulonnais, handicapé à Toulon, en pleine guerre d'Algérie. Et donc, c'est pour ça que j'ai traité de cette question.
voyez, mais essentiellement, mais c'était... et après, bon, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'on a quelque chose à dire, c'est la mémoire. Ouais. Mais ce n'est pas purement autobiographique, parce que mon personnage s'appelle Mahmoud, moi je m'appelle Farid. Je fais en sorte de, disons que c'est un... Distancié. Voilà, c'est un substitut narcissique, si vous voulez, mais ce n'est... c'est ça. Évidemment, je fais appel à la mémoire, c'est important, mais je fais aussi appel à mon imagination. Ouais. Et on invite d'ailleurs à relire ces bandes dessinées, notamment chez Futurupolis. On va maintenant passer à vos coups de cœur, chers invités. C'est notre séquence Atmosphère. Votre coup de cœur, Lina Lazare, c'est un homme, un érudit, lui aussi. On parlait de Malek Chebel. Vous avez choisi Mohamed Talbi, qui nous a écouté récemment, islamologue, qui ne faisait certes peut-être pas forcément l'unanimité, comme Malek Chebel d'ailleurs. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais un homme qui a compté aussi dans le débat des idées. Complètement, qui était vraiment une figure absolument emblématique de cette nouvelle pensée arabo-musulmane et surtout l'encouragement à la réinterprétation et à l'apaisement de l'islam des Lumières. Donc c'est un très grand monsieur que j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer, avec qui j'ai pu collaborer donc en 2011, pendant la Révolution tunisienne, sur un projet artistique, notamment aussi à la Biennale de Venise, qui était à ce moment-là un pavillon panarabe, sur lequel il nous avait vraiment beaucoup aidé à repenser l'idée de Inch'Allah, de ce que représente le mot Inch'Allah. Ouais. La destinée, le fatalisme musulman dont on souffre beaucoup ces temps-ci. Et donc voilà, donc il est décédé, il nous a quittés le 1er mai dernier. Et je pense qu'il est grand temps que l'Occident repense et vraiment partage cette pensée de manière beaucoup plus populaire. Farid Boudjelal, vous avez choisi la musique avec le dernier album d'Idir, un bel hommage au verbe et à la mélodie sur les chemins sinueux de l'identité culturelle, de la liberté aussi. Alors Idir s'est prêté au jeu de chanter des grands classiques, ceux qui ont bercé son enfance. Il y a notamment par exemple Francis Cabrel. On va écouter un petit aperçu de cet album et vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce disque. فكرني دغر ونار يوثي يدي طيش سلن وفي غسل غاشي عمار الراني جرسات أفراحي هكيت مغرى سوز قرر ذوررن سفتني يدي والخيال سشاش الزقوغات. Est-ce que ce monde est sérieux? Déjà, le thème de la corrida me plaisait, parce que d'un point de vue militant, je suis d'accord avec les idées qu'il chante. Ils sortent d'où ces acrobates, avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Farid Boudjelal, le coup de cœur, c'est Idir ou c'est Cabrel? Les deux, mon général? C'est surtout Idir. J'avoue que j'aime beaucoup Cabrel, attention. C'est surtout Idir parce que pour Idir est quelqu'un de très important pour moi, notamment, je dirais presque pour Petit Polio, mon personnage, parce que dans les années 70, on a eu droit à une époque où on était quand même sali, parce que quand on dit aujourd'hui, en parlant du Front National, qu'une parole s'est libérée, moi je n'ai jamais connu qu'une parole très libre en France. Au niveau des péjoratifs, tout ça, c'était très, très très riche. Et d'un coup, on arrive à dire, il y a eu son premier tube planétaire, Ave Veinouva, qui nous a lavé. D'un coup, on se disait, tiens, nous avons en Algérie, on a... L'exil, voilà, mais on a une culture, on est porteur de quelque chose à une époque où on était sali. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est donc Idir nous a lavé quelque part. Et aujourd'hui encore, évidemment, je suis toujours à l'écoute de ses sorties, vous voyez. Et celui-là est magnifique parce qu'il reprend les standards des variétés françaises. Et puis c'est un plaisir d'entendre... la corrida de Francis Cabrel, il y a aussi la bohème d'Aznavour, hein, et plein d'autres, les matins d'hiver de Gérard Lenormand. C'est un plaisir d'entendre Aznavour aussi, plus de 90 ans, qui parle, qui chante en kabyle mieux que je ne le ferai
moi-même. Ouais, il assure, c'est vrai, il l'avait fait déjà avec d'autres artistes. Michael Chebel, vous avez opté pour le livre de Rachid Benzine que l'on a reçu à TV5 Monde récemment pour Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir aux éditions du Seuil? Nour, je n'ai rien vu venir, sous-entendu les attentats qui ont frappé notamment la France, la Belgique, la Tunisie ou encore la Côte d'Ivoire. Hein. C'est un livre qui est vraiment bien dans le sens où c'est un échange d'argumentaires, où c'est vraiment un débat d'idées. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le livre, parce que Rachid Benzine, il oppose vraiment la raison à une vision plus rigoriste, et c'est vraiment un débat qui va en profondeur. Donc c'est un fait de société qui est remis dans un temps plus calme, où là on réfléchit, on prend le temps de se poser, où il y a un échange d'idées qui est là, et c'est vraiment une idée que nous on défend à travers la Fondation Malek Chebel. Merci. Pour remettre la raison sur le devant de la scène. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on reste connectés sur les réseaux sociaux. À très vite sur TV5 Monde. Yeah.